Le 15 septembre 2012, des ouvriers municipaux de Toulouse découvrent une Peugeot 306 bleue, abandonnée depuis des mois dans un parking souterrain du quartier des Minimes. La voiture appartient à Vincent Marchand, un homme d'affaires de 47 ans qui a disparu mystérieusement 12 ans plus tôt, juste après avoir été acquitté du meurtre de sa fiancée. Mais ce que les enquêteurs trouvent dans la boîte à gants va révéler une vérité si troublante qu'elle remettra en question tout ce que l'on croyait savoir sur cette affaire. Une lettre manuscrite de 8 pages, signée de la main de Vincent, dans laquelle il avoue non seulement le crime dont il avait été innocenté, mais révèle aussi un secret qui explique enfin pourquoi Céline Durand avait dû mourir. Comment un homme peut-il vivre 12 années entières avec un tel poids sur la conscience? Et surtout, qu'est-ce qui l'a finalement poussé à tout révéler dans cette confession posthume qui bouleversera à jamais la famille de la victime? Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Toulouse, capitale de la région Occitanie, s'étend majestueusement le long des rives de la Garonne. Au début des années 2000, cette ville de près de 400 000 habitants connaît un développement économique remarquable grâce à l'industrie aéronautique et spatiale. Le quartier de Saint-Cyprien, sur la rive gauche du fleuve, abrite alors une population mélangée de jeunes professionnels attirés par la proximité du centre-ville et de familles installées depuis plusieurs générations. C'est dans ce cadre paisible où les façades en briques roses typiquement toulousaines côtoient les immeubles modernes que vivait Céline Durand. Céline, 28 ans, enseigne à l'école primaire Jean Jaurès depuis 5 années. Fille unique de Nicole et Michel Durand, elle a grandi dans une famille de classe moyenne du quartier des Pradettes. Son père, contremaître dans une usine de construction métallique, et sa mère, secrétaire médicale, lui ont inculqué des valeurs de travail et d'honnêteté qui transparaissent dans son approche pédagogique. Ses collègues la décrivent comme une femme consciencieuse, toujours prête à aider, avec ce sourire chaleureux qui illumine naturellement son visage, aux traits fins encadrés de cheveux châtains mi-longs. Vincent Marchand, lui, a 35 ans, et dirige une petite entreprise de conseil en informatique qu'il a créée 3 ans plus tôt. Originaire de Montauban, il s'est installé à Toulouse après des études d'ingénieur à l'Institut national des sciences appliquées. Grand, sportif, avec des cheveux bruns toujours impeccablement coiffés et une barbe soigneusement taillée, Vincent dégage une assurance naturelle qui séduit immédiatement. Il possède un appartement de 90 mètres carrés dans le quartier Saint-Étienne, près de la cathédrale, et conduit une Peugeot 306 bleue qu'il a achetée neuve en 1998. Les deux jeunes gens se sont rencontrés en septembre 1998 lors d'une soirée organisée par des amis communs dans un bar de la place Saint-Georges. Céline était alors en couple avec Julien Moreau, un comptable qu'elle fréquentait depuis 2 ans, mais la relation battait de l'aile. Vincent, lui, sortait d'une rupture difficile avec une collègue de promotion. Leur première conversation a duré jusqu'à 3 heures du matin, abordant des sujets allant de la littérature contemporaine au voyage en Asie du Sud-Est. Cette complicité intellectuelle immédiate a rapidement évolué vers une relation amoureuse passionnée. Au printemps 1999, Céline rompt définitivement avec Julien pour s'installer chez Vincent. Leurs amis témoigneront plus tard que le couple semblait parfaitement assorti. Vincent était attentionné, offrant régulièrement des fleurs à Céline et l'emmenant dans des restaurants raffinés du centre-ville. Il s'intéressait sincèrement à son travail d'institutrice, l'aidant même à préparer certaines de ses leçons sur l'informatique, domaine où ses compétences professionnelles étaient précieuses. Céline, de son côté, apportait à Vincent une stabilité émotionnelle qu'il n'avait jamais connue, l'encourageant dans le développement de son entreprise et l'aidant à surmonter les périodes de stress liées à l'entrepreneuriat. L'été 1999, il passe 3 semaines en Grèce, visitant les îles des Cyclades. C'est à Santorin, face au coucher de soleil depuis le village d'Oia, que Vincent demande Céline en mariage.
La bague, un solitaire en or blanc serti d'un diamant d'un carat, représente plusieurs mois d'économie pour le jeune entrepreneur. Céline accepte sans hésitation et il fixe la date du mariage au 15 juillet 2000, prévoyant une cérémonie à l'église Saint-Nicolas du quartier des Pradettes, suivie d'une réception dans une propriété viticole des environs de Fronton. Les préparatifs se déroulent sans encombre pendant l'automne et l'hiver. Nicole Durand aide sa fille à choisir sa robe chez un couturier de la rue de Metz, tandis que Vincent s'occupe de la réservation du traiteur et de l'orchestre. Le couple a même commencé à visiter des maisons à Colomiers et Tournefeuille, envisageant de déménager en banlieue pour fonder une famille. Céline rêve d'avoir 2 enfants avant ses 32 ans, et Vincent partage cette envie de paternité, évoquant souvent l'achat d'une maison avec jardin où leurs futurs enfants pourraient grandir. Professionnellement, l'année 1999 se révèle excellente pour Vincent. Son entreprise, spécialisée dans l'installation de réseaux informatiques pour les PME régionales, bénéficie de l'approche du passage à l'an 2000 et des investissements liés aux bugs de l'an 2000. Il embauche 2 employés et envisage d'ouvrir une succursale à Montpellier. Céline, de son côté, obtient son premier poste de directrice adjointe à l'école Jean Jaurès, reconnaissance de ses qualités pédagogiques et organisationnelles. Pourtant, dès le début de l'année 2000, quelque chose semble changer dans le comportement de Vincent. Ses absences se multiplient, justifiées par des déplacements professionnels de plus en plus fréquents. Il prétend développer sa clientèle dans l'Hérault et le Gard, nécessitant parfois des séjours de plusieurs jours. Céline, confiante et amoureuse, ne remet pas en question ses explications. Elle utilise même ces moments de solitude pour préparer minutieusement leur mariage, constituant des albums photos de leur relation et rédigeant ses vœux de mariage dans un carnet intime qu'elle cache dans sa table de nuit. Le dimanche 4 juin 2000 marque le début de la dernière semaine de vie de Céline Durand. Ce matin-là, le couple se réveille vers 9 heures dans leur appartement de la rue des Lois. Le temps est exceptionnellement beau pour un début juin, avec un ciel dégagé et une température déjà douce qui annonce une journée caniculaire. Céline prépare le petit déjeuner pendant que Vincent consulte ses emails professionnels sur son ordinateur portable, habitude qu'il a prise depuis le développement de son activité. Vers 11 heures, il décide de se rendre au marché Saint-Cyprien pour acheter des légumes frais. Plusieurs témoins les aperçoivent ce jour-là. Madame Cartier, la fleuriste habituelle de Céline, se souvient qu'elle a acheté un bouquet de pivoines blanches en mentionnant qu'elle voulait décorer leur table pour un dîner romantique. Le poissonnier, Monsieur Alric, témoignera que Vincent a acheté 2 pavés de saumon, en plaisantant sur ses talents culinaires limités. Ces détails, apparemment anodins, prendront une résonance particulière dans l'enquête qui suivra. L'après-midi se déroule paisiblement. Le couple déjeune en terrasse au restaurant Le Biban, place du Capitole, où Vincent commande une bouteille de Cahors pour accompagner leur plat. Plusieurs clients remarquent que Céline semble préoccupée, consultant régulièrement son téléphone portable et paraissant moins bavarde que d'habitude. Vincent, au contraire, se montre particulièrement attentionné, tenant la main de sa fiancée et lui caressant tendrement la joue à plusieurs reprises. Vers 16 heures, ils rentrent à l'appartement. Vincent prétexte devoir passer des coups de téléphone professionnels et s'enferme dans son bureau pendant près de 2 heures. Céline en profite pour appeler sa mère, conversation qui durera 45 minutes selon les relevés téléphoniques. Nicole Durand se rappellera plus tard que sa fille lui a semblé étrangement nerveuse, posant des questions inhabituelles sur la procédure à suivre pour annuler un mariage religieux. Quand Nicole demande des explications, Céline élude, prétextant une simple curiosité administrative liée aux préparatifs. Le lundi 5 juin, Céline se rend normalement à l'école. Ses collègues la trouvent distraite pendant la réunion pédagogique de fin d'année, mais rien d'alarmant. Elle déjeune avec Martine Lacroix, l'institutrice de la classe voisine, et évoque vaguement des problèmes personnels à régler sans entrer dans les détails. L'après-midi, elle donne ses derniers cours avant les vacances scolaires avec son enthousiasme habituel, aidant même 2 élèves en difficulté à rattraper leur retard en mathématiques. Vincent, pendant ce temps,
annule mystérieusement tous ses rendez-vous professionnels de la semaine. Son assistant, François Mercier, trouve cette décision surprenante, car plusieurs contrats importants sont en négociation. Vincent justifie cette disponibilité soudaine par son envie de se consacrer entièrement aux derniers préparatifs du mariage, argument qui paraît plausible compte tenu de l'échéance proche. Le mardi 6 juin, dernier jour où Céline sera vue vivante, commence comme les précédents. Elle se lève vers 7 heures, prépare le petit déjeuner et embrasse tendrement Vincent avant de partir enseigner. La journée scolaire se déroule normalement, bien que Madame Dubois, la directrice de l'école, remarque que Céline range méthodiquement ses affaires personnelles, comportement inhabituel pour une fin d'année scolaire classique. À 16h30, Céline quitte l'établissement en saluant chaleureusement ses collègues et en leur souhaitant de bonnes vacances. C'est ici que commence le mystère. Selon Vincent, Céline devait rentrer directement à l'appartement pour l'aider à finaliser le plan de table du mariage. Pourtant, plusieurs témoignages situeront Céline dans différents endroits de Toulouse, entre 17h et 19h. Madame Roussel, gérante d'un café internet rue du Thor, se souvient qu'une jeune femme, correspondant à la description de Céline, a utilisé un ordinateur pendant près d'1 heure, consultant des sites internet et imprimant plusieurs documents. Cette femme paraissait très concentrée et légèrement agitée. À 18h15, le vigile du parking souterrain de la place Wilson aperçoit une femme ressemblant à Céline se diriger vers les cabines téléphoniques du centre commercial. Elle porte son sac à main habituel, un modèle en cuir marron qu'elle avait acheté pour leurs vacances en Grèce et semble presser le pas comme si elle avait un rendez-vous urgent. Ces témoignages, recueillis plusieurs jours après les faits, présentent quelques imprécisions mais convergent sur un point. Céline n'est pas rentrée directement chez elle après sa sortie de l'école. Vincent, interrogé plus tard, maintiendra sa version. Céline devait rentrer vers 17h30, mais ne s'est jamais présentée. Inquiet, il affirme avoir commencé à l'appeler vers 18h, tombant systématiquement sur sa messagerie vocale. À 20h, ne la voyant toujours pas arriver, il aurait contacté Nicole Durand, puis quelques amis proches de Céline. Personne n'avait eu de nouvelles depuis la fin de l'après-midi. À 22h30, Vincent se présente au commissariat central de Toulouse pour signaler la disparition de sa fiancée. L'officier de permanence, le brigadier Lemoine, note que l'homme paraît sincèrement inquiet, bien qu'il ait attendu plus de 4 heures avant d'alerter les autorités. Vincent explique ce délai par sa conviction que Céline était simplement en retard ou avait oublié de le prévenir, comportement qu'il qualifie d'inhabituel mais pas impossible, compte tenu du stress lié aux préparatifs du mariage. L'enquête préliminaire commence immédiatement, les premiers éléments sont troublants. Le téléphone portable de Céline, retrouvé éteint dans son sac à main, abandonné près des berges de la Garonne le lendemain matin, ne porte aucune trace de violence. Ses cartes bancaires n'ont pas été utilisées depuis 16h45, heure du dernier retrait effectué dans un distributeur proche de son école. Plus étrange encore, ses clés de voiture et d'appartement ont disparu alors que son véhicule, une Renault Clio rouge, reste garé devant l'école Jean Jaurès. Les recherches s'intensifient rapidement. L'inspecteur Laurent Vidal, affecté au dossier, coordonne les opérations avec méticulosité. Des équipes cynophiles fouillent les berges de la Garonne et les parcs environnants, tandis que des plongeurs explorent le lit du fleuve dans le secteur où le sac à main a été découvert. Parallèlement, les enquêteurs interrogent systématiquement l'entourage de Céline. Famille, collègues de travail, amis, commerçants du quartier. Tous dressent le portrait d'une femme équilibrée, sans problème particulier, heureuse en amour et professionnellement épanouie. Vincent fait l'objet d'une attention particulière, conformément au protocole d'enquête qui privilégie l'examen du cercle familial proche. Ses déclarations sont vérifiées, ses alibis contrôlés, ses comptes bancaires épluchés. Rien ne permet initialement de mettre en doute sa bonne foi, même si certains détails intriguent les enquêteurs. Pourquoi Céline aurait-elle quitté son travail sans prévenir son fiancé de ses intentions? Pourquoi son comportement avait-il semblé étrange les jours précédents selon plusieurs témoins?
Et surtout, où se trouvent ses clés personnelles? Les semaines qui suivent la disparition de Céline transforment radicalement la vie de tous ceux qui l'ont connue. Vincent annule évidemment le mariage prévu pour le 15 juillet, tâche douloureuse qui l'oblige à contacter personnellement chaque invité, à annuler les réservations, à renvoyer les faire-part déjà imprimés. La propriété viticole de Fronton accepte de reporter la réception sans frais supplémentaires. Geste de compassion qui touche profondément le jeune homme. Vincent conserve néanmoins la bague de fiançailles qu'il continue de porter à son annulaire droit en attendant son retour, comme il l'explique à ses proches. Nicole Durand sombre dans une dépression profonde qui nécessite un arrêt de travail de plusieurs mois. La mère de Céline passe ses journées à distribuer des avis de recherche dans toute la région toulousaine, collant méthodiquement les photos de sa fille sur les panneaux d'affichage, dans les commerces, les gares, les universités. Michel Durand, plus pragmatique mais tout aussi bouleversé, engage un détective privé, M. Castanet, ancien policier reconverti qui accepte de travailler pour des honoraires réduits compte tenu des circonstances familiales. L'école Jean Jaurès organise une chaîne de solidarité impressionnante. Parents d'élèves et enseignants se relaient pour battre la campagne autour de Toulouse, fouillant les champs de tournesol, les petits bois, les granges abandonnées. Martine Lacroix, la collègue la plus proche de Céline, prend l'initiative de créer une association Retrouver Céline, qui collecte des fonds pour financer les recherches et maintenir la médiatisation du dossier. Des affiches sont placardées jusqu'à Montauban, Albi, Montpellier, élargissant progressivement le périmètre des investigations. Vincent traverse cette période avec un comportement qui intrigue de plus en plus son entourage. Publiquement, il se montre exemplaire, il participe activement aux recherches, répond patiemment aux questions des journalistes, soutient moralement la famille Durand. Ses employés témoigneront plus tard qu'il leur parlait constamment de Céline, évoquant leurs projets communs au passé, puis au futur, comme s'il était convaincu de son retour imminent. Cette alternance entre résignation et espoir paraît naturelle dans le contexte, mais certains proches commencent à noter des incohérences troublantes. François Mercier, son assistant, remarque que Vincent détruit systématiquement tous les documents liés au déplacement professionnel des mois précédents, prétextant un grand ménage administratif nécessaire pour clarifier ses comptes face aux enquêteurs. Plus étrange encore, Vincent change de téléphone portable 3 fois en 2 mois, invoquant successivement un problème technique, un vol et enfin une simple envie de renouvellement. Ces détails, pris isolément, ne signifient rien, mais leur accumulation éveille les soupçons de l'inspecteur Vidal. L'enquête officielle piétine durant tout l'été 2000. Les témoignages recueillis dessinent le portrait d'une femme sans ennemis, financièrement stable, amoureuse de son fiancé et impatiente de se marier. Aucune piste sérieuse ne se dessine, malgré l'exploitation de toutes les données techniques disponibles. Relevés téléphoniques, historiques bancaires, témoignages de voisinage, analyse des caméras de surveillance des principaux axes de circulation. Les enquêteurs vérifient même les registres des hôpitaux, des morgues, des commissariats de toute la région, élargissant progressivement leurs recherches jusqu'à la frontière espagnole. Le comportement de Vincent évolue subtilement au fil des mois. D'abord prostré et coopératif, il devient progressivement plus nerveux lors des convocations policières. L'inspecteur Vidal note qu'il transpire anormalement, même par temps frais, et que ses réponses deviennent de plus en plus évasives. Quand on lui demande de préciser ses emplois du temps des jours précédant la disparition, Vincent fournit des versions légèrement différentes, justifiant ces variations par l'état de choc dans lequel il se trouve. Ces incohérences mineures ne constituent pas des preuves, mais alimentent les suspicions croissantes des enquêteurs. L'automne 2000 apporte un élément nouveau qui va bouleverser l'enquête. Marie-Claude Ferreira, femme de ménage dans un hôtel de Montpellier, contacte spontanément la police après avoir reconnu Vincent sur une photo diffusée dans les médias régionaux. Elle affirme formellement l'avoir vu dans son établissement à plusieurs reprises entre mars et mai 2000, toujours accompagnée d'une femme blonde d'une trentaine d'années et d'un enfant d'environ 5 ans.
Le registre de l'hôtel confirme effectivement la présence récurrente d'un certain Monsieur Martin durant cette période, nom qui ne correspond à aucune identité connue dans l'entourage de Vincent. Cette découverte relance complètement l'investigation. Les enquêteurs interrogent à nouveau Vincent, qui nie catégoriquement s'être rendu à Montpellier durant la période concernée. Il prétend ne jamais avoir utilisé de faux noms et ne pas connaître la femme décrite par le témoin. Pourtant, confronté au relevé de péage autoroutier de sa Peugeot 306, Vincent ne peut expliquer plusieurs passages sur la 9 en direction de Montpellier, trajet qui correspond exactement aux dates mentionnées par Marie-Claude Ferreira. Les recherches s'orientent alors vers l'identification de cette mystérieuse compagne. L'inspecteur Vidal fait appel à un portraitiste judiciaire qui établit un portrait robot à partir du témoignage de la femme de ménage. Le dessin révèle une femme séduisante, aux traits fins, portant des cheveux blonds mi-longs et des lunettes de soleil. Ce portrait est largement diffusé dans la presse régionale, mais aucun témoignage probant ne permet d'identifier cette personne. Parallèlement, l'enquête financière approfondie révèle des mouvements bancaires suspects sur les comptes de Vincent. Entre janvier et mai 2000, il a effectué plusieurs retraits importants en espèces, totalisant près de 15 000 francs, somme considérable pour ses revenus déclarés. Interrogé sur l'utilisation de cet argent, Vincent fournit des explications contradictoires. Tantôt il s'agit d'achats pour le mariage, tantôt d'investissements professionnels, tantôt de cadeaux pour Céline. Ces incohérences renforcent les soupçons des enquêteurs, qui commencent à envisager sérieusement l'hypothèse d'une double vie. L'hiver 2000-2000 marque un tournant décisif dans l'affaire. Le 15 décembre, exactement 6 mois après la disparition de Céline, l'inspecteur Vidal reçoit un appel téléphonique qui va tout changer. Une certaine Madame Blanchard, résidente de Nîmes, déclare reconnaître formellement Vincent Marchand comme étant Marc Vincent, l'homme qui vit maritalement avec sa voisine Marie Blanchard depuis plus de 3 ans. Selon son témoignage, ce Marc Vincent prétend être représentant de commerce, ce qui justifie ses fréquentes absences, et il élève avec Marie un petit garçon prénommé Théo, officiellement fils de Marie, mais que Vincent présente comme son propre enfant. Cette révélation explosive oblige à reconsidérer entièrement l'enquête. Vincent Marchand menait donc une double vie depuis au moins 1997, jonglant entre sa fiancée toulousaine et sa compagne nîmoise sans qu'aucune des deux ne soupçonne l'existence de l'autre. Cette situation explique enfin ses déplacements fréquents, ses retraits d'argent liquide, ses changements de comportement dans les semaines précédant la disparition de Céline. Mais surtout, elle fournit un mobile potentiel au crime. Si Céline avait découvert l'existence de Marie et de Théo, elle aurait pu menacer de révéler la vérité, compromettant l'équilibre précaire que Vincent avait construit. Le mardi 8 janvier 2001, l'inspecteur Vidal et 2 de ses collègues se rendent discrètement à Nîmes pour vérifier les déclarations de Madame Blanchard. L'adresse indiquée correspond à un petit immeuble de 3 étages dans le quartier des Costières, zone résidentielle tranquille où vivent principalement de jeunes familles. L'appartement de Marie Blanchard se situe au 2e étage, et les enquêteurs peuvent observer depuis la rue une Peugeot 306 bleue garée dans la cour, plaque d'immatriculation correspondant exactement à celle de Vincent Marchand. La surveillance discrète révèle effectivement la présence de Vincent dans les lieux. Les enquêteurs le voient sortir de l'immeuble vers 8h30, accompagné d'une femme blonde correspondant au signalement fourni par la femme de ménage de Montpellier et d'un enfant en âge d'aller à l'école primaire. Le comportement du trio ne laisse aucun doute sur leur intimité. Vincent tient la main de la femme, porte le cartable de l'enfant, embrasse tendrement sa compagne avant de monter dans sa voiture pour partir au travail. Cette découverte confirme définitivement l'existence de la double vie de Vincent, mais elle soulève immédiatement une question juridique complexe. Comment procéder sans compromettre l'enquête sur la disparition de Céline? L'inspecteur Vidal décide de maintenir la surveillance quelques jours supplémentaires pour rassembler un maximum d'éléments avant d'interpeller Vincent.
Cette précaution s'avère judicieuse, car les observations révèlent des détails troublants sur le mode de vie de cette seconde famille. Marie Blanchard, 29 ans, travaille comme infirmière à l'hôpital Carmaux de Nîmes. Ses collègues la connaissent sous le nom de Madame Vincent, pensant qu'elle est légalement mariée avec Marc Vincent depuis 4 ans. Le petit Théo, âgé de 6 ans, porte officiellement le nom de famille Blanchard, mais appelle Vincent papa et semble entretenir avec lui une relation père-fils parfaitement naturelle. L'école primaire du quartier a dans ses dossiers une fiche indiquant Marc Vincent comme père de l'enfant, avec les coordonnées professionnelles de l'entreprise toulousaine de Vincent. Les voisins de l'immeuble témoignent d'une famille apparemment unie et sans histoire. Marc Vincent est décrit comme un père attentionné, aidant régulièrement son fils à faire ses devoirs, l'emmenant au football le samedi matin, participant aux fêtes de l'école. Marie Blanchard paraît heureuse et épanouie, parlant souvent de leurs projets d'avenir. Achat d'une maison avec jardin, mariage officiel, prévu pour l'été 2001, désir d'avoir un second enfant. Cette normalité apparente contraste violemment avec la tragédie qui se joue parallèlement à Toulouse. L'enquête révèle progressivement l'ampleur de la duperie orchestrée par Vincent. Il a ouvert un compte bancaire à Nîmes sous l'identité Marc Vincent, alimenté par des virements réguliers depuis ses comptes toulousains. Il a loué une boîte postale pour recevoir son courrier professionnel, évitant ainsi que Marie ne découvre ses véritables coordonnées. Il a même établi un planning rigoureux de ses déplacements. 2 semaines par mois à Toulouse avec Céline, 2 semaines à Nîmes avec Marie, les week-ends alternant selon un système complexe justifié par ses soi-disant obligations commerciales. Le jeudi 11 janvier, les enquêteurs décident de passer à l'action. Vincent est interpellé à son domicile toulousain vers 6 heures du matin, au moment où il s'apprête à partir pour l'un de ses déplacements. La perquisition de l'appartement révèle des éléments accablants. Un second téléphone portable dissimulé dans un tiroir. Un carnet d'adresses où figurent les coordonnées de Marie sous le nom Monsieur Nîmes. Des photos de Théo cachées dans une pochette plastifiée au fond d'une armoire. Plus troublant encore, les enquêteurs découvrent dans le bureau de Vincent un dossier contenant des documents administratifs au nom de Marc Vincent. Une carte grise, assurance auto, abonnement divers. Confronté à ces preuves, Vincent s'effondre littéralement. Après des heures de dénégation et de tentatives d'explication confuses, il finit par avouer sa double vie, mais continue de nier tout lien avec la disparition de Céline. Selon ses déclarations, Céline n'avait jamais découvert l'existence de Marie et de Théo. Il maintient que sa fiancée a disparu pour des raisons qu'il ignore, et que sa situation conjugale compliquée ne fait que compliquer une enquête déjà difficile. Les investigations parallèles menées à Nîmes bouleversent complètement Marie Blanchard. La jeune femme découvre avec stupeur que l'homme qu'elle aime depuis 4 ans, le père de son enfant, menait une double existence. L'inspecteur Vidal et ses collègues nîmois lui annoncent avec ménagement que Marc Vincent s'appelle en réalité Vincent Marchand, qu'il vit avec une autre femme à Toulouse, qu'il était sur le point de se marier avec elle, et que cette femme a mystérieusement disparu 6 mois plus tôt dans des circonstances suspectes. Marie s'évanouit en apprenant la vérité. Hospitalisée quelques heures en observation, elle refuse initialement de croire les révélations des policiers. Comment l'homme qu'elle aime, qui s'occupe si tendrement de son fils, qui lui a promis le mariage, pourrait-il être impliqué dans une affaire criminelle? Mais les preuves s'accumulent. Les photos de Céline trouvées chez Vincent, les témoignages des voisins toulousains, les relevés téléphoniques qui confirment ces allers-retours constants entre les 2 villes. L'arrestation de Vincent fait l'effet d'une bombe dans les médias régionaux. La presse s'empare de l'affaire, titrant sur l'homme eau de vie et le fiancé suspect. L'histoire fascine l'opinion publique. Comment un homme a-t-il pu maintenir pendant 3 années une double existence aussi complexe? Quel degré de manipulation psychologique faut-il posséder pour tromper simultanément 2 femmes amoureuses? Et surtout, Céline avait-elle vraiment découvert la vérité avant de disparaître?
Nicole Durand, la mère de Céline, vit cette révélation comme un second traumatisme. La femme, qui avait appris à apprécier Vincent, qui le considérait presque comme un gendre, découvre qu'il a menti sur tous les aspects de sa vie. Pire encore, elle réalise que si sa fille a effectivement découvert l'existence de Marie et de Théo, sa mort devient soudain terriblement plausible. Cette hypothèse, qu'elle avait refusé d'envisager pendant des mois, s'impose désormais avec une évidence douloureuse. L'enquête s'intensifie autour de la chronologie des derniers jours de Céline. Les enquêteurs reprennent méthodiquement tous les témoignages, réinterprétant chaque détail à la lumière de ces nouvelles révélations. Le comportement étrange de Céline dans ces dernières semaines prend soudain un sens nouveau. Ses questions à sa mère sur l'annulation d'un mariage religieux, sa nervosité croissante, ses absences inhabituelles le dernier jour. Avait-elle mené sa propre enquête sur les activités de son fiancé? L'inspecteur Vidal reconstitue minutieusement les dernières heures de Céline. La visite au café Internet de la rue du Tahor devient cruciale. Qu'avait-elle consulté sur Internet? Quels documents avait-elle imprimés? Le gérant de l'établissement, M. Peck, collabore activement avec les enquêteurs, fournissant les historiques de navigation disponibles. Les données révèlent que l'utilisatrice correspondant à Céline a effectué des recherches sur Marc Vincent Nîmes, vérification identité personne, détective privé Toulouse et annulation fiançailles. Ces recherches démontrent clairement que Céline avait des soupçons sur les activités de Vincent. Plus troublante encore, les enquêteurs découvrent que Céline avait contacté un détective privé, Maître Dubois, 3 jours avant sa disparition. Le professionnel se souvient d'une jeune femme très déterminée, mais visiblement bouleversée, qui souhaitait faire surveiller discrètement son fiancé. Elle avait versé un acompte de 1000 francs et fourni le numéro d'immatriculation de la Peugeot de Vincent, demandant spécifiquement de vérifier ses déplacements vers Montpellier et Nîmes. Le détective avait programmé le début de sa surveillance pour le mercredi 7 juin, soit le lendemain de la disparition de Céline. Cette découverte change complètement la donne. Céline n'a pas disparu par accident ou suite à une dépression nerveuse. Elle enquêtait activement sur les mensonges de Vincent et s'apprêtait à découvrir la vérité sur sa double vie. La question devient désormais: Vincent a-t-il appris que Céline le soupçonnait? A-t-il tenté de l'empêcher de poursuivre ses investigations? Et si oui, jusqu'où est-il allé pour préserver ses secrets? L'analyse des relevés téléphoniques de Vincent révèle un détail troublant. Le mardi 6 juin, jour de la disparition, il a reçu un appel de 13 minutes depuis une cabine téléphonique de la place Wilson, exactement celle où Céline avait été aperçue en fin d'après-midi. L'heure de cet appel, 18h22, correspond parfaitement au témoignage du vigile du parking. Cette coïncidence ne peut être fortuite. Céline avait contacté Vincent pour lui révéler ce qu'elle avait découvert, exiger des explications, peut-être même le menacer de dévoiler sa duplicité. Confronté à cette preuve, Vincent modifie légèrement sa version des faits. Il admet finalement avoir reçu un appel de Céline ce soir-là, mais maintient qu'elle paraissait simplement contrariée par un problème administratif lié au mariage. Selon lui, elle lui aurait donné rendez-vous dans un café du centre-ville pour en discuter, mais ne se serait jamais présentée. Cette nouvelle version, plus proche de la réalité des preuves, reste néanmoins insuffisante pour les enquêteurs qui notent les contradictions avec ses déclarations précédentes. L'expertise du téléphone portable de Céline, retrouvé près de la Garonne, révèle des éléments capitaux. Malgré son immersion dans l'eau, les techniciens parviennent à récupérer partiellement les données de la mémoire. Ils découvrent ainsi que Céline avait photographié plusieurs documents le jour de sa disparition. Une facture d'hôtel au nom de Marc Vincent, un ticket de péage autoroutier et surtout une photo floue mais reconnaissable de Vincent en compagnie d'une femme blonde et d'un enfant devant un supermarché de Nîmes. Ces clichés, pris vraisemblablement depuis une voiture en mouvement, prouve que Céline avait non seulement découvert l'existence de Marie et de Théo, mais qu'elle les avait même suivis et photographiés. Marie Blanchard, interrogée de nouveau,
fournit malgré elle un témoignage accablant. Elle se souvient maintenant d'un incident troublant survenu début juin. En faisant des courses au supermarché Casino des Costières avec Vincent et Théo, elle avait eu l'impression d'être suivie par une voiture rouge conduite par une jeune femme brune. Vincent avait paru nerveux ce jour-là, pressant Marie de rentrer rapidement à la maison et vérifiant plusieurs fois dans ses rétroviseurs s'ils étaient suivis. Sur le moment, Marie avait attribué cette attitude à la fatigue professionnelle, mais elle réalise aujourd'hui que Vincent avait probablement reconnu Céline. Cette révélation confirme que Céline était allée très loin dans ses investigations. Non contente de soupçonner Vincent, elle avait pris l'initiative de se rendre à Nîmes, de localiser Marie et Théo, de les photographier ensemble. Cette démarche témoigne d'une détermination impressionnante, mais aussi d'une imprudence fatale. En révélant à Vincent qu'elle connaissait son secret, Céline s'était mise en position de vulnérabilité extrême. Les enquêteurs reconstituent alors le scénario probable des dernières heures de Céline. Après avoir quitté son école le 6 juin, elle s'était rendue au café Internet pour finaliser ses recherches sur Vincent. Elle avait ensuite contacté son fiancé depuis la cabine téléphonique pour exiger des explications, probablement en le menaçant de révéler sa double vie s'il ne mettait pas fin à cette situation. Vincent, pris au piège, aurait accepté de la rencontrer pour négocier, mais cette rencontre aurait mal tourné. Reste à déterminer où et comment Céline a trouvé la mort, et surtout où Vincent a dissimulé son corps. Malgré des fouilles exhaustives dans la région toulousaine, aucune trace physique de Céline n'a été retrouvée. Vincent maintient son innocence, mais les preuves circonstancielles s'accumulent. Mobile évident, mensonges répétés, comportements suspects, coïncidences troublantes. Le dossier paraît suffisant pour justifier une mise en examen, mais l'absence du corps complique singulièrement la procédure judiciaire. Le 15 mars 2001, Vincent Marchand comparaît devant le tribunal correctionnel de Toulouse, accusé du meurtre de Céline Durand. L'affaire passionne la région entière. Les journalistes se pressent dans la salle d'audience. Les familles des deux protagonistes s'affrontent du regard. L'opinion publique se divise entre ceux qui croient à la culpabilité de Vincent et ceux qui estiment les preuves insuffisantes. Maître Duval, avocat de la défense, plaide l'absence de corps, l'insuffisance des preuves matérielles et les coïncidences malheureuses qui accablent son client. Le procureur de la République, Madame Carpentier, développe méthodiquement l'accusation. Elle démontre que Vincent avait un mobile puissant, préservé sa double vie qui lui apportait satisfaction émotionnelle et avantages financiers. Elle établit que Céline avait découvert la vérité et menaçait de la révéler, ce qui aurait détruit l'équilibre précaire construit par Vincent pendant des années. Elle souligne les mensonges constants de l'accusé, ses changements de version, ses tentatives de destruction de preuves. Les témoignages se succèdent pendant 3 jours. Nicole Durand, digne mais brisée, évoque la personnalité de sa fille, son bonheur avant la disparition, son comportement inhabituel dans les derniers jours. Elle révèle devant la cour que Céline lui avait confié, quelques semaines avant sa mort, qu'elle découvrait des choses troublantes sur Vincent sans préciser lesquelles. Marie Blanchard, contrainte de témoigner, raconte avec émotion sa vie avec Marc Vincent, leur bonheur apparent, les projets d'avenir brutalement anéantis par les révélations policières. L'inspecteur Vidal présente méthodiquement le dossier d'enquête. Il détaille la chronologie des événements, les investigations menées, les preuves rassemblées. Il explique comment les enquêteurs ont reconstitué les dernières heures de Céline, ses recherches sur Vincent, sa découverte de la double vie, son appel téléphonique du 6 juin. Il conclut en estimant que toutes les preuves convergent vers la culpabilité de l'accusé, même si le corps de la victime n'a pas été retrouvé. Vincent maintient sa version jusqu'au bout. Il reconnaît sa double vie, exprime ses regrets pour le mal causé à Céline et à Marie, mais nie catégoriquement tout acte de violence. Selon lui, Céline a effectivement découvert l'existence de sa seconde famille, mais elle avait accepté de discuter calmement de la situation. Leur rendez-vous du 6 juin aurait tourné court.
Céline partant énervée mais vivante. Il suggère qu'elle a pu fuguer volontairement pour échapper au scandale, ou être victime d'un accident ou d'un acte criminel sans rapport avec leurs différends. Cette version ne convainc ni le tribunal ni l'opinion publique. Comment expliquer que Céline, femme responsable et attachée à sa famille, ait abandonné sa vie sans donner de nouvelles pendant des mois? Comment justifier la disparition de son corps? Si elle était simplement partie refaire sa vie ailleurs, pourquoi Vincent a-t-il menti pendant si longtemps s'il n'avait rien à cacher concernant la disparition de sa fiancée? Le verdict tombe le 18 mars après 3 heures de délibération. Vincent Marchand est déclaré coupable du meurtre de Céline Durand et condamné à 15 années de réclusion criminelle. La Cour retient les circonstances atténuantes liées à l'absence de préméditation évidente et au profil psychologique de l'accusé, mais considère que l'ensemble des preuves ne laisse aucun doute sur sa culpabilité. Le juge précise dans son attendu que l'absence du corps de la victime ne peut constituer un obstacle à la reconnaissance de la vérité judiciaire lorsque les éléments de preuve sont suffisamment convergents. Vincent accueille le verdict sans réaction apparente, comme s'il s'y attendait. Ses avocats annoncent immédiatement leur intention de faire appel, estimant que la condamnation repose sur des présomptions et non sur des faits établis. Marie Blanchard, présente dans le public, quitte discrètement la salle d'audience en pleurs, accompagnée de son fils Théo, qui ne comprend pas pourquoi papa Marc ne rentrera pas à la maison. Nicole Durand, soulagée par la condamnation, déclare aux journalistes qu'elle peut enfin commencer son travail de deuil. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Vincent purge sa peine à la maison d'arrêt de Cesse, près de Toulouse, où il se révèle détenu modèle. Il travaille à l'atelier informatique, suit des cours par correspondance, maintient des relations cordiales avec les autres prisonniers. Pourtant, selon les témoignages des surveillants, il sombre progressivement dans une mélancolie profonde. Il refuse les visites de sa famille, ne répond plus aux lettres de Marie Blanchard, passe des heures à regarder par la fenêtre de sa cellule. L'aumônier de la prison, l'abbé Fournier, tente à plusieurs reprises d'engager le dialogue avec Vincent. Il le trouve rongé par un secret qui le dévore de l'intérieur. Mais Vincent refuse obstinément de se confier. Pendant près de 10 années, il maintient sa version des faits, rejetant toute responsabilité dans la mort de Céline. Ses demandes de libération conditionnelle sont systématiquement refusées, les experts psychiatriques estimant qu'il n'a pas fait le travail nécessaire sur sa culpabilité. Puis, au printemps 2011, quelque chose change dans l'attitude de Vincent. Les surveillants notent qu'il écrit beaucoup, noircissant des pages entières qu'il cache soigneusement. Il demande à rencontrer l'aumônier, puis finalement renonce au dernier moment. Il s'informe sur les procédures de libération anticipée, consulte les textes juridiques, comme s'il préparait activement sa sortie. Cette agitation inhabituelle intrigue le personnel pénitentiaire, mais Vincent garde ses secrets. Le 8 novembre 2011, Vincent Marchand bénéficie d'une libération conditionnelle après avoir purgé 10 années de sa peine. Il sort de prison avec un petit baluchon contenant ses maigres affaires personnelles et une enveloppe qu'il garde précieusement contre lui. Marie Blanchard, qui a refait sa vie avec un collègue infirmier et déménagé en Bretagne, n'est pas prévenue de cette libération. Vincent récupère sa Peugeot 306, miraculeusement conservée dans un garage de Toulouse, et disparaît sans laisser de traces. 4 mois s'écoulent sans nouvelles de Vincent. L'administration pénitentiaire le recherche activement, car il ne respecte pas les conditions de sa libération conditionnelle, obligation de résidence, pointage hebdomadaire au commissariat, suivi psychologique. C'est dans ce contexte que survient la découverte du 15 septembre 2012. Sa voiture abandonnée dans le parking souterrain des Minimes et surtout cette lettre de 8 pages qui va enfin révéler la vérité. La confession manuscrite de Vincent, rédigée d'une écriture soignée mais tremblante, commence par ces mots. « À qui trouvera cette lettre? Je dois enfin dire la vérité sur ce qui s'est passé le 6 juin 2000. Céline Durand est morte par ma faute, et je ne peux plus vivre avec ce secret qui me ronge depuis 12 années.
Ce qui suit constitue l'aveu le plus détaillé et le plus troublant de l'histoire judiciaire régionale. Vincent révèle que Céline l'avait effectivement contacté le 6 juin pour l'informer de ses découvertes. Elle avait réuni des preuves accablantes. Photos de sa seconde famille, relevés de ses déplacements, témoignages de voisins nîmois. Elle exigeait qu'il choisisse immédiatement entre elle et Marie, menaçant sinon de révéler publiquement sa duplicité et de porter plainte pour bigamie et escroquerie. Vincent, pris de panique, avait accepté de la rencontrer au bord de la Garonne, près du pont Saint-Pierre, pour négocier un arrangement. La rencontre, selon la confession, avait d'abord été relativement calme. Céline s'était montrée plus blessée que furieuse, cherchant à comprendre comment l'homme qu'elle aimait avait pu la tromper si longtemps. Vincent avait tenté de minimiser la situation, prétendant que sa relation avec Marie était purement amicale et que Théo n'était pas son fils. Mais Céline possédait trop de preuves pour croire à ces nouveaux mensonges. Elle avait alors sorti de son sac une enveloppe contenant tous les documents qu'elle avait rassemblés, menaçant de les remettre à la police le lendemain matin si Vincent ne mettait pas immédiatement fin à sa double vie. C'est à ce moment que la situation avait dégénéré. Vincent, réalisant que sa vie entière s'écroulait, avait perdu son sang-froid. Il avait tenté d'arracher l'enveloppe des mains de Céline, donnant lieu à une lutte. Dans la bousculade, Céline était tombée à la renverse, heurtant violemment sa tête contre le muret de pierre qui borde le fleuve. Vincent précise dans sa lettre « Elle n'est pas morte tout de suite. Elle m'a regardé avec des yeux pleins de reproches et de tristesse, puis elle a fermé les yeux pour toujours. Je n'avais pas voulu la tuer, mais c'était trop tard. » Paniqué par l'irréversible, Vincent avait dissimulé le corps de Céline dans le coffre de sa voiture. Il avait récupéré son sac à main, qu'il avait jeté près des berges pour faire croire à un accident ou à un suicide. Puis, profitant de l'obscurité, il avait transporté le corps dans une zone industrielle désaffectée de la banlieue toulousaine. Il avait creusé une fosse dans un terrain vague, envahi par les ronces, près de l'ancienne usine Latécoère de Montaudran, et y avait enterré Céline avec ses bijoux et ses vêtements. La lettre donne des indications précises sur l'emplacement de la sépulture. Derrière le bâtiment principal, là où poussent les peupliers, à 50 mètres du grillage côté route de Revel. J'ai planté une croix de bois que le temps a certainement dégradée, mais la tombe est à 3 mètres exactement. Vincent explique avoir choisi cet endroit parce qu'il connaissait le terrain depuis son enfance, son père y ayant travaillé dans les années 70. Mais la confession révèle aussi pourquoi Vincent a fini par avouer après 12 années de silence. « Je pensais pouvoir vivre avec ce secret, écrit-il, mais chaque jour en prison était un calvaire. Je voyais le visage de Céline dans mes rêves, j'entendais sa voix qui me demandait pourquoi. Quand je suis sorti, j'ai cru que je pourrais recommencer ma vie, oublier. Mais c'était impossible. Marie ne voulait plus me voir, Théo me prenait pour un menteur, ma famille me rejetait. Alors j'ai compris que je devais payer vraiment pour ce que j'avais fait. » Les dernières lignes de la lettre révèlent les intentions de Vincent. « Quand vous lirez ces mots, je ne serai plus de ce monde. Je vais rejoindre Céline et lui demander pardon. J'ai gâché 3 vies. La sienne, celle de Marie, la mienne. Théo grandira sans père. Nicole Durand pourra enfin enterrer sa fille. C'est ma dernière responsabilité d'homme. » La lettre se termine par des excuses détaillées, adressées à chaque personne que Vincent estime avoir blessée. L'enquête immédiate confirme l'authenticité de la confession. L'écriture correspond bien à celle de Vincent. Les détails techniques fournis sont vérifiables. Les éléments nouveaux révélés s'accordent parfaitement avec le dossier d'enquête. Plus important encore, les fouilles entreprises sur le terrain de Montaudran permettent de retrouver effectivement la dépouille de Céline Durand, enterrée exactement à l'endroit indiqué par Vincent. Le corps, momifié par les conditions particulières du sol argileux, est dans un état de conservation remarquable. L'expertise médico-légale confirme l'identité grâce au dossier dentaire et révèle des fractures du crâne compatibles avec la version fournie par Vincent. Céline porte encore sa bague de fiançailles et la montre que Vincent lui avait offerte pour ses 28 ans. Ces objets personnels, retrouvés intacts,
bouleversent une nouvelle fois sa famille et confirment définitivement l'exactitude de la confession. Reste une question. Qu'est devenu Vincent après avoir rédigé cette lettre? Son corps n'est pas retrouvé dans la voiture, ni dans les environs immédiats. Les recherches s'étendent à la Garonne, au parking souterrain, au bâtiment abandonné du quartier. 3 semaines plus tard, un jogger découvre le corps de Vincent dans les bois de Bouconne, pendu à un chêne centenaire. Il a utilisé la corde d'alpinisme qu'il conservait depuis ses années d'étudiant, nouant minutieusement un nœud coulant selon les techniques apprises dans sa jeunesse. L'autopsie révèle que Vincent s'est donné la mort le jour même où il a abandonné sa voiture, soit vers le 15 septembre 2012. Il avait donc survécu exactement 1 an à sa sortie de prison, année qu'il avait probablement consacrée à préparer sa confession et sa mort. Dans ses poches, les enquêteurs trouvent une photo de Céline datant de leurs vacances en Grèce et une lettre d'excuse adressée à Théo, qu'il appelle « mon fils », malgré l'absence de lien biologique. Nicole Durand peut enfin organiser les obsèques de sa fille, 13 années après sa disparition. La cérémonie a lieu à l'église Saint-Nicolas des Pradettes, celle-là même où Céline devait se marier. L'assistance est nombreuse. Anciens collègues de l'école Jean Jaurès, voisins, amis de jeunesse, tous ceux qui avaient participé aux recherches pendant des années. Marie Blanchard, venue de Bretagne avec Théo, désormais âgé de 18 ans, assiste discrètement à la cérémonie depuis le fond de l'église. L'affaire Vincent Marchand transforme durablement les mentalités en matière d'enquête criminelle. Elle démontre que la justice peut fonctionner même sans corps, que les preuves circonstancielles suffisent parfois à établir la vérité, mais aussi que la culpabilité finit toujours par rattraper les criminels. Elle illustre également la complexité de la nature humaine. Vincent n'était ni un monstre ni un psychopathe, mais un homme ordinaire, dépassé par ses mensonges et incapable d'assumer les conséquences de ses actes. Marie Blanchard, interrogée des années plus tard par un journaliste, résume peut-être le mieux cette tragédie. Vincent était capable d'amour sincère envers moi et envers Théo, mais aussi de mensonges absolus et finalement de violences mortelles. Cette contradiction me hante encore aujourd'hui. Comment peut-on être à la fois un père attentionné et un meurtrier? Je ne le saurai jamais. Elle a refusé que Théo porte le nom de Vincent, préférant qu'il grandisse sans cette charge symbolique. L'école Jean Jaurès a créé une salle informatique Céline Durand, en mémoire de l'institutrice disparue. Chaque année, les nouveaux élèves apprennent l'histoire de cette femme courageuse qui a payé de sa vie sa recherche de vérité. Nicole Durand, aujourd'hui retraitée, anime régulièrement des conférences sur le thème « Comment reconnaître les signes de la violence psychologique », estimant que l'histoire de sa fille peut servir à prévenir d'autres tragédies. L'affaire pose aussi des questions juridiques et sociétales importantes. Comment des institutions comme l'état civil, la sécurité sociale, les banques peuvent-elles permettre qu'un individu maintienne aussi facilement une double identité? Quel contrôle aurait pu révéler plus tôt les mensonges de Vincent? Ces interrogations ont conduit à des réformes administratives pour mieux croiser les fichiers et détecter les fraudes d'identité. 12 années après ces événements tragiques, l'affaire Céline Durand-Vincent Marchand reste dans la mémoire collective comme un exemple de la complexité humaine et des ravages que peuvent causer les secrets de famille. Elle rappelle que derrière les façades les plus normales se cachent parfois des vérités terrifiantes et que la recherche de la vérité, même au prix de la vie, reste un combat noble et nécessaire. Ce cas nous montre comment les mensonges, même ceux qui semblent protéger l'amour, finissent toujours par détruire ceux qu'ils étaient censés préserver. La double vie de Vincent Marchand illustre parfaitement cette vérité. En tentant de tout avoir, il a fini par tout perdre, entraînant dans sa chute une femme innocente qui n'avait eu que le tort de chercher la vérité. Qu'est-ce qui vous frappe le plus dans cette histoire? Avez-vous remarqué les signes qui auraient pu alerter Céline plus tôt? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette enquête approfondie vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains cas.
Laissez un like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse au mystère de la nature humaine.